Non mais les gars, sérieusement. Rassurez-moi, je suis pas le seul à avoir eu l'impression de revoir le Barça de la saison dernière sur cette deuxième mi-temps, les gars. Je suis pas le seul à avoir eu cette impression-là. Parce que moi, quand je regardais cette deuxième mi-temps, je me demandais si Xavi n'était pas revenu sur le banc, les gars. Et je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas eu un changement d'entraîneur à la mi-temps? Parce que franchement, quand on voit la différence de niveau entre la première mi-temps, qui était exceptionnelle, stratosphérique, à l'image de ce qu'on voit sur ce début de saison, et quand on voit cette deuxième mi-temps, mais c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Alors, c'est pas pour autant qu'on va être inquiet, c'est pas pour autant que... Voilà, parce que on sait très bien c'est quoi la raison, les gars, et je suis désolé. Et là, les groupies de Jong, les fans de Jong, les gars, c'est le moment de bien écouter. Parce qu'au bout d'un moment, on va arrêter, les gars. On va arrêter, les frères. Je vais vous dire une chose. J'ai même pas entendu cette deuxième mi-temps pour dire que pour moi, Jong a plus sa place de titulaire. Vous pouvez retourner voir, j'ai mis un tweet en première mi-temps, où il y a eu le moment, on a tous vu cette image sur le troisième but, où tu as un gros plan sur De Jong qui est sur le banc. À ce moment-là, les gars, à ce moment-là du match, je fais un tweet pour dire que pour moi, De Jong a plus sa place de titulaire. Aujourd'hui, c'était la confirmation. Ça fait un moment qu'on le sait, mais aujourd'hui, c'est la confirmation. Quand on voyait ce qui était sur le terrain, les joueurs qui étaient vraiment au milieu de terrain, le trio au milieu de terrain, Casado, Olmo, Pedri, pour moi, il n'y en a aucun des trois qui bouge. Aucun des trois qui doit bouger. Mais on va revenir là-dessus. Et quand on voit justement l'entrée de Jong, le changement total du visage de cette équipe du Barça sur cette deuxième mi-temps, ça fait que confirmer, les gars. Ça fait que confirmer ce que je disais. De Jong, c'est plus possible. Je suis désolé, les frères. On a bien vu quand De Jong a repris le jeu à son compte, quand De Jong a repris les clés du camion, quand De Jong s'est retrouvé le leader du milieu de terrain dans cette deuxième mi-temps, il n'y avait plus rien du tout. Plus rien. C'est pour ça que je vous dis, les gars. Pour moi, De Jong, non seulement c'est plus possible qu'il soit titulaire, mais le problème surtout, c'est qu'il doit partir. C'est qu'il doit partir parce que à partir du moment où on parle du joueur avec le plus gros salaire dans le club, et que tu sais très bien que tu vas pas forcément compter sur lui en tant que titulaire, tu sais très bien que tu vas de temps en temps compter sur lui sur des bouts de match, tu peux pas te permettre de le garder, je suis désolé. Mais bon, encore c'est un autre débat, est-ce que De Jong doit partir ou pas, ce sera pour une prochaine fois, pour revenir là-dessus. Mais en tout cas, si on revient sur ce match-là, et sur sa capacité ou pas à être titulaire, pour moi, c'est pas possible. C'est pas possible, les gars. Si on compare juste De Jong à Casado, par exemple, Casado, en 3 matchs, je vous dis la vérité, les gars, en 3 matchs, Casado te fait beaucoup plus que De Jong depuis qu'il arrive au Barça. En 3 matchs. Le match contre le Bayern, le match contre le Real, et ce match-là, encore une fois, où c'est une passe une passe magistrale, une passe magnifique sur chaque match, sur chacun de ces 3 derniers matchs, les gars. Parce qu'encore aujourd'hui, la passe qu'il met à Rafinha sur le deuxième but, c'est encore du caviar de très haut niveau, les frères. Du caviar de très très haut niveau. Et ça me fait rire parce que les pros de Jong vont encore te défendre, vont essayer de te le défendre en te parlant de l'entrée de Jong dans le Classico où il a eu un petit impact positif voilà, sur cette équipe du Barça. Mais les gars, je suis désolé. Je suis désolé, les gars. Tu peux pas te satisfaire de ça pour bouger Casado du 11. Parce que Casado, en entendant, c'est lui qui te débloque la situation au moment où c'était 0-0, au moment où le Barça n'était pas totalement dans l'incertitude, au moment où le Real était encore présent dans le match et au moment où le Real pouvait encore marquer à tout moment. On va pas quand même réinventer l'histoire, mais sur le début de match, ça partait dans tous les sens. C'est ce qui a fait même la beauté de ce match et peut-être la beauté de cette victoire. C'est qu'au début du match, vraiment, les deux équipes se regardaient totalement dans les yeux. Et Casado, avec cette passe D sur le premier but, il te débloque complètement cette situation. Et c'est là où je vous dis c'est incomparable. Un De Jong qui rentre, où c'est déjà 2-0, où le Real a complètement décroché, a complètement baissé les bras, et où il t'apporte une petite plus-value au milieu de terrain, et encore, qui est assez discutable. Mais bref, on va pas revenir sur ce qui est passé sur Classico, mais ça pour dire les gars, moi personnellement, Casado aujourd'hui, moi je suis conquis. Je vous l'avais dit déjà, si vous retenez voir justement contre le Bayern, pour moi ça a été le moment où on a eu ce premier gros test pour Casado avec le Barça, ce premier gros rendez-vous pour Casado, où il a répondu largement présent, et à ce moment-là, j'avais dit, pour moi c'est bon. Pour moi, on était sur le successeur de Busquets. Et quand on voit qu'ils enchaînent à chaque fois les grosses performances, défensives comme offensives, sur l'aspect de la solidité, sur les duels qu'il peut gagner au milieu de terrain, sur les récupérations de balles, mais surtout, j'ai envie de vous dire, les gars, sur cette capacité à pouvoir jouer vers l'avant, à pouvoir te servir parfois les joueurs de devant, comment ne pas se rappeler de Busquets? Alors encore une fois, c'est un style un peu différent de celui de Busquets, ça faut se le dire, même s'il y a beaucoup de similitudes. Mais honnêtement, les gars, on est vraiment sur un très gros milieu de terrain. Et je vous dis, jamais de la vie, De Jong peut venir te le bouger.
Jamais de la vie. Bon, après, tout peut se passer. On ne sait pas, peut-être une blessure peut un petit peu le chambouler ou peut-être le déstabiliser, il y a d'autres choses. Mais en tout cas, dans l'état de forme actuel, aujourd'hui, pour moi, Casado doit rester titulaire. Tout simplement. Ça, c'est une première chose. Après, il y en a qui vont me dire, ouais, peut-être Olmo. Peut-être qu'il y a un monde où il y en a certains encore qui pensent que De Jong est encore meilleur que Olmo. Les gars, honnêtement, est-ce que vous avez vu ce que fait Olmo depuis le début de la saison, les gars? Est-ce que vous vous rendez compte qu'on parle d'un joueur qui marque au moins minimum un but à chaque fois qu'il est titulaire? Est-ce que vous vous rendez compte que Olmo, depuis le début de la saison, c'est 4 matchs en tant que titulaire, 5 buts les frères, 5 buts, et sur les 5 buts, c'est que des buts de fou, que des buts stratosphériques, que des buts incroyables. Le mettre en 4 matchs titulaires, il a autant de buts que Vinicius, le fameux joueur qui vient de se faire voler le ballon d'or, le fameux meilleur joueur du monde. On parle d'Olmo, les frères. On parle d'Olmo, donc jamais de la vie, t'as un Olmo qui doit sortir du 11 pour laisser sa place à De Jong. C'est pour ça, je vous dis. Et Pedri, on va pas revenir là-dessus, mais encore moins. Pour le coup. Bon, même si aujourd'hui, c'est pas forcément le meilleur match qu'il te fait aujourd'hui, donc on va pas forcément revenir là-dessus. Mais tout ça pour vous dire, les gars, aujourd'hui, pour moi, ça a été la confirmation. Quand j'ai vu cette première mi-temps, pour moi, ça a été la confirmation, encore une fois. Ce trio-là, c'est le trio qui doit rester pour l'instant, voilà. Et même d'autres, comme Gavi, comme Fermin Lopez, qui peut-être pour moi, franchement, peuvent prétendre à quelque chose, même ceux-là doivent encore patienter pour revenir en tant que titulaire. Parce que ce trio-là, les gars, il est injouable. Ce trio-là, les gars, quand on les voit tous les trois au milieu de terrain, c'est fini, les gars. Après, bien sûr, on est obligé de parler de cette attaque. Avant de parler de Yamal, encore une fois, Rafinha, moi, franchement, ce qui me séduit totalement sur Rafinha, c'est son efficacité. Rafinha, qu'on voit pas totalement, qu'on n'a pas vu beaucoup dans ce match, mais encore une fois, il a une occasion, un but. Il a une situation, un 1 contre 1, il te met ce but. Il est dans un état de grâce, un état de confiance qui est stratosphérique, qui est exceptionnel, et ça, faut en parler. Et je parle de Rafinha, je suis obligé de parler de Yamal, mais encore une fois, c'est le genre de match, en fait, où on voit Yamal qui te sort des masterclass, qui te sort des trucs de fou, des gestes techniques de fou, voilà, il réussit des dribbles. Il te met encore une passe D incroyable, les gars, la passe D sur le premier but. Cette passe D qui te fait débloquer ce match. Les gars, est-ce qu'on se rend compte qu'il te sort ça normal, qu'aujourd'hui ça nous parle normal? En fait, là, aujourd'hui, on se rend compte qu'un match de Yamal, un match normal de Yamal, c'est clairement le genre de match que si n'importe quel autre joueur qui te fait ce match-là, c'est waouh, le match de fou. Est-ce qu'on s'en rend compte de ça ou pas, les gars? Est-ce qu'on s'en rend compte de ça? Et on le sait, on le voit, que même malgré ça, Yamal est pas satisfait de ce match. De son match en tout cas à lui. De son match à lui, on le sent qu'il n'est pas satisfait de son match. Mais pourtant, il te fait encore un match exceptionnel. La passe qu'il te fait à Olmo, les gars, mais franchement, mais c'est du génie. C'est du génie, les frères. Ce genre de centre comme ça, de l'extérieur, mettre suffisamment de puissance, suffisamment de précision pour te la mettre au bon endroit, au bon moment. Non, c'est vraiment exceptionnel. Exceptionnel, encore une fois, comme je vous dis, les gars. Mais après, bien sûr, on parle de l'aspect offensif, mais sur l'aspect défensif, encore une fois, les gars, la capacité, encore une fois, de gérer ce piège du hors-jeu, mais je sais pas si on s'en rend compte, les frères. Je sais pas si on s'en rend compte, c'est devenu l'arme secrète du Barça aujourd'hui. C'est devenu vraiment ce qui te permet d'être totalement rassuré. À chaque fois, mais justement, il y a eu plusieurs buts, il y a eu 3 buts en tout, si on compte les 2 buts qui ont été refusés du côté de l'Espagnol. Mais bref, sur chaque situation où tu as un but, l'arbitre va directement communiquer avec la VAR avant de valider le but. C'est devenu normal maintenant. C'est devenu normal. Qui est but ou pas, qui est hors-jeu ou pas, à chaque fois l'arbitre pose la question justement à la VAR si voilà, le but est validé. Directement. C'est exceptionnel, sans même que l'arbitre de touche, l'arbitre assistant lève le drapeau ou pas. Non, c'est trop. Vraiment, c'est trop. Les gars, aujourd'hui, ce que fait cette défense. Mais après, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà, justement, on va pas se mentir, mais au-delà de les situations où la défense arrive à gérer cette ligne défensive et surtout à gérer ce piège du hors-jeu, ce qui est surtout intéressant, c'est que les deux centraux, donc Inigo et Cubarsí, ils arrivent à être présents, ils arrivent à être très décisifs. Et Inigo Martinez, qu'on a beaucoup critiqué, et moi le premier, je l'ai beaucoup critiqué, mais franchement, faut le dire, on le voit sur les 3 derniers matchs, encore une fois, voilà, sur ces derniers matchs, il est vraiment, vraiment à la hauteur. Il est très présent dans ses duels, au-delà, encore une fois, du piège du hors-jeu, etc. C'est là où c'est intéressant à voir, c'est que tu vois
que tu peux compter sur eux malgré tout. Et pareil, il faut parler aussi d'Iñaki Peña. Faut aussi en parler, les gars. Parce que lui aussi, et ça on l'a vu aussi dans le Classico, que tu vois que malgré le fait qu'il y ait un hors-jeu, plusieurs fois, hors-jeu ou pas hors-jeu, il sort l'arrêt. Et il l'a fait encore aujourd'hui, les gars. Il l'a fait encore aujourd'hui, donc vraiment, Iñaki Peña, vous avez été beaucoup à cracher sur lui. Moi, personnellement, j'ai pendant très longtemps cru en lui. J'étais l'un des seuls à dire que, franchement, pour moi, le recrutement de Szczesny n'était pas forcément indispensable. On m'a pris pour un fou d'ailleurs par rapport à ça. Mais je vous dis la vérité, les frères. Pour moi, quand je vois ce que fait Peña, il faut quand même le saluer. Il faut quand même respecter ce qu'il est en train de proposer, les frères. Parce que c'est des stats qui vont pas forcément compter. Parce que si on regarde les stats, là, paradoxalement, ça va pas compter. Parce que la plupart des gros arrêts qu'il te fait, c'est des arrêts qui seront pas comptés. Parce que le tir sera pas compté, vu que c'est des arrêts qui voilà, sur des tirs où le joueur est hors jeu. Donc on oubliera ça. Il y en a beaucoup qui vont oublier ça. Mais faut quand même se rappeler, lui rendre hommage et vraiment le féliciter par rapport à ça. Par contre, s'il y a un petit point noir qu'il faut quand même souligner là-dessus, c'est justement peut-être les latéraux. Qui peut-être justement, et surtout du côté de Baldé, qu'on a senti plusieurs fois sur deux situations où le mec, voilà, il s'oublie un petit peu. Où le mec il se dit, bon, voilà, il y a le piège du hors-jeu, donc défensivement, on le voit moins faire les efforts. Et ça, les gars, ça peut nous porter préjudice. C'est pas parce que tu joues le hors-jeu et que souvent ça marche et souvent, voilà, l'adversaire se fait refuser son but, que ça veut dire pour autant qu'il faut arrêter de jouer et que tu dis, bon, peut-être que le but va être refusé. Non, il faut jouer le coup jusqu'à la fin. Et là, pour le coup, Baldé, attention les gars, attention. Parce que, encore une fois, Baldé, sur ses derniers matchs, il n'y a rien à dire. Le Classico, le match contre le Bayern, vraiment très très bon. Mais là, sur ce match-là, sur les retours défensifs, c'est un petit peu inquiétant. Pareil pour Hector Ford, les gars. Hector Ford, mais pour le coup, autant c'est vrai que sur ces derniers matchs, j'ai beaucoup aimé ce qu'il faisait, etc. Mais on voit qu'il est encore très très loin de pouvoir être titulaire indiscutable, ou en tout cas de pouvoir s'approcher du niveau de Koundé. Et là, c'est vrai que ça s'est vu plusieurs fois aussi dans le match de Yamal, sur certaines situations où voilà, Koundé l'aurait bien aidé. Plusieurs situations aussi où il ne se comprend pas forcément avec Hector Ford et ça lui porte un petit peu préjudice. Mais voilà, globalement, encore une fois, voilà, on va dire, match réussi. Et moi, ce qui m'intéresse surtout, les gars, dans ce match-là, ce qui m'intéresse surtout, c'est le fait d'avoir supplié ce match en première mi-temps. Tu fais une deuxième mi-temps mauvaise, on va pas se mentir, la deuxième mi-temps est très mauvaise, ça c'est une certitude. Mais le fait justement d'avoir pris cette avance-là, le fait justement d'avoir mis ces 3 buts en première mi-temps, ça t'a permis de faire tourner un petit peu, ça t'a permis de ralentir un petit peu le rythme, ça t'a permis justement, voilà, un Calçado qui commençait un petit peu à avoir les jambes qui sifflent, mais voilà, tu vas sortir un petit peu, tu vas rester au repos. Olmo qui revient de blessure, voilà, aussi pareil en deuxième mi-temps, il a eu la possibilité de sortir. Et ça, c'est très très bien. C'est une très bonne chose. Parce que quand on se rappelle justement le nombre de blessures qu'on a connues la saison dernière, enfin, sur les périodes où Xavi était encore le coach du Barça, c'est en grande partie à cause du fait que souvent tu cours après le résultat, souvent tu devais préserver un résultat, chose que des fois tu n'arrives même pas forcément à faire. Mais justement, ça c'est important. Justement, le fait que tu as cette avance au niveau du résultat et que tu n'as pas forcément besoin de préserver ce résultat à tout prix, que tu n'as pas ce risque et cette pression de te dire « Ah, il faut surtout pas que j'encaisse » parce que tu as 3 buts d'avance. Ça te permet de faire tourner, ça te permet de faire souffler un petit peu certains joueurs qui sont un petit peu éreintés physiquement, surtout à la veille, entre guillemets, d'un match en Ligue des Champions de manière générale. Et ça, c'est important de fou, les frères. En tout cas, justement, on se retrouvera pour ce qui est du Barça pour reparler de ce prochain match contre l'Étoile Rouge de Belgrade en Ligue des Champions. Sur ce, on dit bien sûr à très vite aussi pour reparler et pour sûr avec beaucoup d'attention le match contre l'AC Milan du Real Madrid qui aura lieu mardi. Bref, à très vite pour une nouvelle vidéo et surtout d'ici là, prenez soin de vous.